Bonjour à toutes et à tous, c'est Tobor. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons enfin aborder le lore de Dragon Age, comme promis dans la vidéo précédente. Avant de commencer, un point relativement important à mettre sur la table. Vous avez été plusieurs à me faire remarquer que j'allais un peu trop vite dans certaines vidéos, et étant donné que le lore de Warcraft est très vaste et très riche, et qu'il y a beaucoup d'éléments à retenir, c'est donc difficile pour ceux qui ne connaissent rien ou bien un petit peu de cet univers de tout assimiler. Donc à partir de cette vidéo, je serai beaucoup plus posé, même si pour cela, mes vidéos seront plus longues. Et d'ailleurs, parler d'un univers qui est encore inconnu pour beaucoup m'oblige à prendre mon temps. Enfin, trêve de bavardage, rentrons dans le monde de Dragon Age. Tout d'abord, cette vidéo sera une présentation globale de l'histoire et de l'univers sur plusieurs points. Les races, les origines du monde, les ordres et religions, les contrées et enfin la magie. Pour que tout le monde arrive à comprendre mes propos, je vais donc grossièrement résumer l'histoire. Je ne peux pas prendre en compte tous les détails, sinon vous allez rapidement être perdu ou avoir un mal de tête considérable. Donc ne soyez pas surpris que dans les prochaines vidéos sur Dragon Age, lorsque je rentrerai dans les détails, vous vous rendrez compte que tout ce que je vais vous raconter maintenant est bien plus complexe et long que vous ne l'auriez pensé au premier abord. Sur ce, commençons de suite. Bon, déjà, Dragon Age est un univers fantastique, magique et médiéval. Les mythes, les légendes, les divinités, les croyances et la magie y sont très présents. Donc il est évident qu'il existe aussi bon nombre de créatures fantastiques, d'esprits et de démons. Voilà, c'était juste un point pour vous dire un peu de quel type d'univers on va parler, c'est quand même important à savoir avant de nous y intéresser. Voici la carte de Tédas, dans laquelle tout se passe. Vous trouvez ça grand, vous ne comprenez rien à ces royaumes et vous êtes complètement perdu, c'est normal. Ce que je voulais faire dès le départ, c'est vous montrer à quoi ça ressemble, car des images vaut bien plus que 1000 mots. Ce que vous voyez là n'est qu'une carte de la surface, c'est-à-dire qu'il existe bien quelque chose sous la terre. Il ne s'agit pas par contre de quelques grottes, non. Là je parle de quelque chose d'immense, un endroit qui s'étend sur tout Tédas. On appelle cet endroit les tréfonds. Malheureusement il n'existe pas encore de carte des tréfonds, déjà parce que c'est très grand, que beaucoup de souterrains ont été condamnés, et surtout qu'on trouve tout un tas d'horreurs à l'intérieur et donc les gens évitent et craignent cet endroit pour une raison en particulier, mais on y reviendra plus tard. Un dernier endroit à évoquer, c'est l'immatériel. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien on peut considérer que c'est le royaume des esprits et des rêves. C'est dans l'immatériel que nous allons lorsque nous rêvons et que nous mourrons avant d'aller dans l'au-delà. Et c'est aussi dans ce même endroit que les démons et les esprits, aussi bien malfaisants que bienveillants, s'y trouvent. Il est extrêmement rare dans l'histoire de Tédas que des personnes aient réussi à pénétrer physiquement dans l'immatériel, cela ne s'est produit que quelques fois. Le voile existe pour séparer le monde et l'immatériel. Voilà, vous avez à peu près en tête les 3 mondes à connaître. Je vais éviter de trop en parler parce que sinon je vais vous perdre en moins de 5 minutes. Revenons-en à la carte de Tédas. Vous ne savez toujours pas à quoi correspondent ces territoires, rassurez-vous, nous allons attaquer un point important qui est en lien avec ça. Les races qui peuplent le monde de Dragon Age. Pour commencer, l'une des races les plus anciennes, les elfes. Les elfes, au même titre que les nains, étaient autrefois une race puissante et glorieuse, l'un des peuples les plus puissants qui a foulé la terre de Tédas. Mais cette civilisation autrefois prospère et magnifique n'est aujourd'hui plus que des ruines. Il ne reste que quelques vestiges de ce glorieux passé. Les elfes possédaient de nombreux territoires, mais au fil de l'histoire, ils ont presque tout perdu. Et il n'y a plus de royaume ou de cité elfique. Arlafan était leur plus grande cité, mais elle fut rasée. La Dalacie était leur dernier royaume, lui aussi fut rasé. Aujourd'hui les elfes vivent soit dans les cités humaines, aux côtés des humains, les elfes citadins dans des bas cloîtres, soit en clans, menant leur vie loin des autres populations, les Dalaciens. Et comme si les choses n'étaient pas assez dures pour eux, ils n'ont pas en plus de très bonnes relations avec les autres peuples, surtout les humains. Ils ont été à de très nombreuses reprises victimes de racisme, de violences physiques, d'abus sexuels, d'esclavage, et cette violence se répète encore aujourd'hui. Les relations entre humains et elfes sont donc très tendues et hostiles, et elles s'aggravent petit à petit. Il y eut des guerres ouvertes entre ces deux peuples. Si on met de côté la sombre déchéance des elfes, pour ce qui est de leurs compétences, ils ne sont pas les meilleurs guerriers de Tédas, mais ils font d'excellents voleurs et mages. Ah, les nains. Si autrefois les elfes contrôlaient la surface de Tédas, les nains quant à eux régnaient sous la terre. Ils possédaient un grand empire dans la roche de Tédas. À la taille gigantesque, on ignore jusqu'où s'étendait-il. Ce peuple a pour la plupart toujours vécu sous terre, dans la pierre,
Mais certains nains décident de quitter les grandes cités naines pour vivre à la surface, pour plusieurs raisons, mais que je ne pourrais évoquer dans cette vidéo. Ces nains, on les appelle les surfaciens. Ils sont pour la plupart du temps marchands, ou ils le deviennent. Les nains dans un ancien temps avaient de bonnes relations avec les elfes, mais elles se détériorèrent au fil du temps. Il n'y a pas d'hostilité entre les deux peuples, mais il n'y a pas non plus une amitié entre eux. Mais l'âge d'or des nains ne durera pas éternellement. De nombreux événements vont se produire, et ce peuple va être confronté à un nouvel ennemi monstrueux qui occupe également les tréfonds, les engeances. Rapidement, les nains vont perdre presque tout leur territoire, et cet empire va s'effondrer. De nos jours, il ne reste plus qu'une seule grande ville naine, Orzammar, qui se trouve en Ferelden, au sud de Dédace. Ce peuple aspire à retrouver son empire perdu et cherche à reconquérir les tréfonds. Mais cela n'est pas aussi simple, vous vous en doutez. Les nains sont de redoutables guerriers et voleurs, mais ils n'ont aucune affinité avec la magie, donc aucun mage chez les nains. Les humains est l'une des dernières races à venir sur Dédace. C'est la race majeure du monde et la plus nombreuse aujourd'hui. Contrairement aux autres races, l'humanité n'est pas unie sous une seule bannière. Voici tous les royaumes ou cités-états humaines de Dédace. Mais alors d'où vient tout ce beau monde? Ce que l'on sait, c'est que l'humanité est arrivée en 2 temps. Une tribu nommée les Neuroménianes est arrivée au nord de Dédace, par Parvolen, et a commencé à s'installer. Ce ne sont pas les seuls humains à avoir foulé la terre de ce monde. Au sud, à travers les montagnes des dorsales de Givre, les tribus Alamari se sont installées dans ce qui sera plus tard Ferelden. Les Neuroménianes créa des petits royaumes, pour au final n'en former plus qu'un, l'empire Tevinter. Ce nouvel empire monta très vite en puissance et s'étenda sur presque tout le nord de Dédace. Jamais un autre royaume humain fut aussi puissant depuis cette époque de Tevinter. Mais des événements que Tevinter n'avait pas prévus vont réduire drastiquement son territoire et sa puissance d'antan. Des royaumes et des cités-états vont émerger et prendre leur place. Je vais m'arrêter là car tout le reste sera dans une autre partie de la vidéo. Les royaumes humains que vous devez retenir, c'est Orlaïs, Tevinter et Ferelden. Mais les autres ne sont pas à sous-estimer. Les humains ont la chance d'être compétents un peu partout, ils font de bons soldats, mages et voleurs. Pour finir, les Qunari. C'est cool d'avoir une race unique du jeu. Quand je dis unique, c'est que les elfes, nains et humains apparaissent très souvent dans ce genre d'univers. Du coup, c'est plutôt bien d'avoir une race spécifique à l'univers Dragon Age. Alors, les Qunari sont la dernière race à s'être installée en Dédace. Leur territoire est assez réduit car il se résume à l'île de Parvolen à l'extrême nord et à l'île de Céhéron juste en dessous. Ces individus aux grandes cornes sur leur tête et au corps massif et puissant est craint par beaucoup. Des personnes les prennent parfois pour des monstres. Leur armée est puissante et plus avancée technologiquement que toutes les autres races, peut-être à l'exception des nains qui rivalisent avec eux. Ils ont tenté à de très nombreuses reprises de conquérir Dédace, leur principal adversaire est l'empire Tevinter, contre lequel il se bat depuis de nombreuses années. Orlaïs s'est également battu contre les Qunari. Ce peuple suit un code très strict, nommé le Qun. Leur vie, leur avenir est façonné par ce code rigide. Vous l'aurez compris, la liberté n'a pas le même sens chez les humains qu'à Parvolen. Au vu de leur physique assez impressionnant, les Qunari sont évidemment de très bons guerriers, mais à la grande surprise de tous, de bons voleurs et assassins. La magie est utilisée par les Qunari bien sûr, il y a donc des mages. Une chose importante à savoir à propos du Qun, c'est que toutes les races peuvent le suivre. Le Qun n'est pas une simple série de codes à respecter, c'est une philosophie de vie si vous préférez. Il peut y avoir des elfes, des humains convertis au Qun, et les Qunari les traitent comme des frères. Attention, humains, nains, elfes ou Qunari ne sont pas tous unis. Il existe des groupes de chaque race qui se distinguent. Par exemple les nains qui vivent à la surface, donc en dehors de leur royaume. Les Qunari qui abandonnent le Qun ne sont plus considérés comme des Qunari par ses semblables, etc. Même si nains et Qunari possèdent un seul royaume, alors que les humains, une multitude et qui en plus se battent parfois entre eux. Nous en avons terminé avec les races, il est temps de vous raconter les origines du monde. Ne soyez pas apeurés, je ne vais pas tout vous raconter, ça serait beaucoup trop long. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais grossièrement résumer en me concentrant sur les moments les plus importants. Allons-y, venez avec moi dans le lointain passé de Dédace. Il y a très longtemps, là où il n'y avait encore aucun royaume connu d'aujourd'hui,
Les elfes menaient une vie prospère et paisible dans Tédas. Ils étaient immortels et puissants. Ils ne pouvaient vieillir, mais ils pouvaient mourir de blessures fatales. Ils régnaient sur la surface de ce monde à partir d'Arlafan, leur grande cité, dont beaucoup d'elfes aujourd'hui vantent encore sa grande beauté. Les nains en pleine ascension étendirent leur empire sous la terre de Tédas, d'une extrémité à une autre. Il faut attendre longtemps avant que ces deux peuples rentrent en contact et entretiennent de bonnes relations. Les civilisations naines et elfiques sont en plein âge d'or. Ils étaient maîtres de ce monde jusqu'à l'arrivée des humains. 3000 ans après la fondation d'Arlafan, les Néroménianes, des tribus humaines, arrivent par le nord et s'installent près des terres elfiques. Elfes et humains ont d'abord des relations pacifiques. À ce moment-là, il n'y avait pas de raison pour qu'ils soient méfiants. Mais les elfes remarquèrent quelque chose d'alarmant. Depuis qu'ils sont au contact des humains, ils vieillissent et perdent leur immortalité. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Ils décident donc de se replier loin de l'humanité, près de leur cité. Les humains ne sont pas responsables de ce phénomène, mais les elfes sont persuadés qu'il s'agit bien de cela, bien que ce soit complètement faux et qu'il s'agit d'une toute autre raison. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est à ce moment-là que les hostilités entre humains et elfes font naître. D'autres tribus humaines, les Alamari, arrivent par le sud et s'installent sur ce qui sera appelé Ferelden, mais mettons-les de côté pour le moment. Selon les récits de Tevinter, les Néroménianes, ces humains venus du nord, entendirent subitement les murmures des anciens dieux, des divinités à l'apparence draconique qu'ils vénèrent depuis la Cité d'Or. On fait une petite pause sur l'histoire. Qu'est-ce que la Cité d'Or ? Eh bien, il s'agit en gros d'une cité flottante, autrefois pleine de beauté et de merveilles, qui se trouve dans l'immatériel, le monde des esprits. Et c'est là où auraient résidé les anciens dieux selon Tevinter. Les races ont d'autres visions de cette cité et de ses propriétaires, mais peu importe laquelle est vraie, cette cité a bel et bien existé. Revenons-en à l'histoire. Grâce aux anciens dieux, les humains apprennent l'utilisation de la magie, et elle prend une très grande importance dans la société humaine. Si importante que les mages occupent désormais les plus hautes instances du pouvoir. Les seigneurs inquisiteurs apparaissent et utilisent une très ancienne magie, la magie du sang. C'est une très ancienne magie qui est taboue et interdite à Tédas, en tout cas pour la plupart des mages. C'est avec ce nouveau pouvoir que l'empire Tevinter va naître et va connaître une montée en puissance fulgurante. L'expansion du territoire Tevintide, l'hostilité, la méfiance va mettre de l'huile sur le feu déjà bien vif entre humains et elfes. Et ces hostilités vont se transformer en guerre ouverte. Les combats éclatent, mais les elfes ne font pas le poids et les armées impériales encerclent la cité d'Arlafan. Les inquisiteurs ont recours à un dangereux rituel qui détruit complètement la cité. La victoire de l'Empire humain est totale. Il occupe pratiquement la totalité du nord de Tédas et tous les elfes survivants sont réduits en esclavage. L'Empire Tevintide est dans son âge d'or et va continuer ses conquêtes en envahissant le sud. Il tente de mater les tribus Alamari et ils y parviennent en contrôlant la partie centrale de leur territoire. Les nains qui ne se préoccupent pas de ce qui se passe à la surface de Tédas d'habitude va forger une alliance avec Tevinter sans visiblement se soucier du sort des elfes. L'humanité est maître de la surface de Tédas et le sera pendant un long moment. Et alors que Tevinter n'a jamais été aussi fort, un événement va tout bouleverser. Les seigneurs inquisiteurs, poussés par la soif de pouvoir, les murmures de leurs dieux et la volonté de rivaliser avec eux, peu importe la raison, va réussir l'impensable. Quelque chose qui n'avait jamais été accompli auparavant par des mortels. Ils parviennent, au prix d'un grand sacrifice d'esclaves elfes et de ressources, à créer un portail vers l'immatériel dans la Cité d'Or. Jamais des mortels n'avaient réussi à pénétrer physiquement dans l'immatériel. La suite, eh bien, nous ignorons ce qui s'est réellement passé là-bas. Ce que nous savons, c'est que ces seigneurs inquisiteurs ont bel et bien réussi à rentrer dans la Cité d'Or. Mais nous ignorons ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont fait. Il existe plusieurs versions des faits, mais on ne peut toujours pas affirmer si l'une d'entre elles est véridique. Par contre, nous savons avec certitude les conséquences qui vont suivre. La Cité d'Or sera souillée, elle deviendra la Cité Noire, tandis que les inquisiteurs seront renvoyés dans les tréfonds, bannis, maudits et transformés en monstruosités.
Ils seront les premières engences. Rappelez-vous, ces fameux monstres qui occupent eux aussi la terre de Tédas. En revanche, la partie la plus mystérieuse de ces conséquences, c'est que les anciens dieux Tevinter seront également renvoyés dans les tréfonds. Comment et pourquoi, nous l'ignorons. Les rangs des engences vont grossir de manière exponentielle. Ces créatures affreuses sont constamment à la recherche des anciens dieux. Ils entendent leur appel et ont besoin d'un de ces dragons pour que les armées de l'engeance soient menées et guidées. Sans eux, il n'y a pas d'armée. Et c'est ce qui arriva. Ils trouvèrent un premier dragon, un ancien dieu du nom de Duma, et le corrompit. Cet ancien dieu devena un archidémon. Une fois les engences prêtes et le dragon à leur tête, ils lancèrent un assaut majeur sur Tédas. Cet événement s'appelle un enclin, et c'est un événement qui va se répéter 5 fois dans l'histoire de Dragon Age. Le premier enclin de l'histoire de Tédas débuta. L'engeance déferla des tréfonds. Sur leur route, l'Empire nain furent les premiers à être attaqués. Ce fut un massacre. Les nains ne pouvaient résister contre cette horde, et ils perdirent la quasi-totalité de leur territoire. Il y eut tellement de morts que ce peuple de la pierre était au bord de l'extinction. Les engences se servirent de tunnels nains dans les tréfonds pour remonter à la surface et s'attaquer à l'Empire Tevinter. Les humains font face eux aussi à cette nouvelle menace. Tout leur empire est plongé dans le chaos. C'est la période sombre pour les habitants de Tevinter. Une longue et dure guerre débute, mais les humains ne peuvent gagner face à l'archidémon et ses légions. C'est dans les ténèbres, dans les feux de la guerre, qu'un nouvel espoir va apparaître. Un nouvel ordre va naître et se dresser contre l'engeance. Ce sont les gardes des ombres, des hommes et des femmes venus de toute race, de tout horizon, qui se sont unis et ont prêté serment de vouer leur vie au combat contre les engences. Arborant fièrement comme symbole des griffons et chevauchant ces mêmes créatures, ils se lancèrent à l'assaut contre l'archidémon. Ils parvinrent à unir les forces humaines et à mettre en déroute cet ennemi. L'archidémon fut tué et les engences renvoyées dans les tréfonds. L'enclin et la guerre étaient terminés pour les humains, mais elle eut un coup terrible. L'Empire Tevinter, autrefois tout puissant, était devenu faible. Les nains ont fini eux aussi par repousser les engences, mais leur grand empire appartenait au passé. Ils parvinrent à récupérer plusieurs de leurs territoires, mais ce fut insignifiant comparé à tout ce qu'ils ont perdu. Si les humains pensent que la guerre contre les engences est terminée, pour les nains, elle continue dans les tréfonds. Ils luttent pour leur survie. Tevinter se reconstruit petit à petit, malgré que son empire a perdu de sa puissance d'antan. Mais les Tevintides n'étaient pas au bout de leur surprise et de leur peine. Au sud de Tédas, leur influence diminue de plus en plus. Maferat, le chef d'un clan Alamari, a épousé une jeune femme dénommée Andrasté. Cette femme a de plus en plus d'influence. Elle prêche un nouveau dieu qu'elle appelle le Créateur. Et le nombre de ses disciples grossit encore et encore. Grâce à l'influence de son épouse, Maferat unit tous les Alamari sous son autorité. Une importante armée se forme et est prête à partir en guerre. Les armées marchent sur Tevinter. Certains prétendent qu'Andrasté voulait libérer les populations depuis trop longtemps oppressées et contrôlées par les vils inquisiteurs. La jeune femme et son mari remportent de nombreuses, très nombreuses victoires. Des rébellions au sein de l'Empire vont émerger. Les territoires conquis par Tevinter vont se soulever et les elfes esclaves de Tevinter vont prendre les armes et rejoindre les forces Alamari. Ils vont assiéger la capitale Tevintide, Minrati, mais ne parviennent pas à la prendre. La victoire était proche, mais Maferat commetta la pire trahison. Jaloux de l'influence et du pouvoir de son épouse, il va la trahir et la livrer à Tevinter, où elle sera brûlée vive. Suite à sa mort, l'armée barbare se disperse. Des contrées de l'Empire vont devenir indépendantes et se séparer de l'Empire pour former des cités-États ou des royaumes. C'est ainsi qu'Antiva, le Nevarra, le Rivain vont apparaître. Maferat donna aux elfes une nouvelle terre, la Dalacie, où ils pourraient s'installer et reprendre une vie normale. Les fils de ce chef Alamari formèrent des petits royaumes qui deviendront plus tard Orlaïs et la contrée des marches libres. Malgré qu'elle soit morte, les fidèles d'Andrasté lui vouèrent un culte et vont répandre ses paroles et ses enseignements. C'est le début de la chanterie. Les cultes d'Andrasté et du Créateur va se répandre partout dans Tédas, et le nombre de fidèles va exploser. Cette nouvelle religion va grandir et devenir la croyance majeure de Tédas. Des temples seront construits, une organisation et une hiérarchie vont se mettre en place.
C'est à Orlaïs que le siège de la chanterie se trouvera, une grande cathédrale vouée au Créateur et à la prophétesse Andrastée. Même l'Empire Tevinter adopta les idées d'Andrastée, mais ils ont leur propre chanterie qui est radicalement différente de celle d'Orlaïs. Le temps passe, et la carte de Tédas se dessine et finit par être celle que vous avez sous les yeux. Orlaïs est devenu un empire, Ferelden un royaume à part entière, le Nevarra une nation. Le territoire de Tevinter a été gravement réduit, et il n'est plus maître de Tédas. Les elfes ne vont pas garder leur territoire bien longtemps, car encore une fois, les tensions entre humains et elfes vont monter et la guerre sera inévitable. La Dalasie va se transformer en champ de bataille, et Orlaïs va écraser les forces elfiques et annexer leurs terres. Les elfes vont soit devenir des vagabonds, soit se plier aux règles des humains. Ils ne sont pas réduits en esclavage. Les nations de Tédas connurent de nombreuses batailles, guerres, et ont dû affronter à plusieurs reprises les Engeances au cours des Enclins. Mais ils pouvaient compter sur les gardes des ombres pour affronter l'Archidémon. Plus tard, les Kunari arrivèrent à Tédas et s'installèrent sur Parvolen à l'extrême nord. Les nations humaines livrèrent de grands combats contre ces nouveaux arrivants, certains qui prirent une ampleur démesurée parfois. Tevinter furent leur plus grand ennemi. Phew, on vient de faire le plus gros morceau de la vidéo. Ça a été long, mais j'espère que vous avez tout compris et que je ne vous ai pas perdu en route. C'était important pour moi de vous raconter ceci, car dans les prochaines vidéos, il vous sera nécessaire d'avoir une bonne base de l'histoire pour tout comprendre. On arrive presque à la fin de cette vidéo, il me reste quelques points à éclairer. Petit récapitulatif de toutes les contrées de Tédas. D'abord, les royaumes ou empires humains. On a Ferelden, Orlaïs, Tevinter, le Nevarra. C'est un état dirigé par une longue dynastie humaine. Quand je parle de royaume ou d'empire humain, je parle d'état dirigé par une lignée humaine. Il n'y a plus de terre pour les elfes, la Dalasie et la forêt d'Arlafan ne sont plus que des ruines de leur ancien royaume. Les nains, eux, ont presque tout perdu. La plus grande et presque dernière cité naine encore debout est Orzammar, qui est en Ferelden sous la terre. Mais ils commencent à récupérer leurs terres entre les mains des Engeances. Les Kunari possèdent deux grandes îles, Parvolen et Seheron. Ils ont quelques cités dans certaines contrées, mais ce sont leurs principaux territoires. Et enfin, nous avons les royaumes ou cités-états indépendants. On a les Anderfell, Antiva, le Rivain et les Marches Libres. Ce sont des contrées qui ne sont pas dirigées par une race spécifique ou par un monarque. Par exemple, Antiva est dirigée par des princes marchands. Les Anderfell ont bien un roi, mais les gardes des ombres qui y résident ont presque autant d'autorité sur le peuple que lui. C'est pour ça que j'ai mis les Anderfell comme État indépendant. Ensuite, les religions-croyances. Il y en a plusieurs qui se démarquent. On a la chanterie, qui s'est répandue un peu partout dans Tédas, qui suit les enseignements d'Andrastée et la volonté du Créateur. Il existe une autre chanterie, la chanterie impériale, Aminrati, qui est seulement exercée dans l'empire Tevinter. On a les nombreuses croyances elfiques sur des divinités elfiques que vénèrent les elfes, des croyances naines sur la mère Pierre et ses fils les nains qui doivent la protéger et la préserver. Il y a le Kun qui vient de Parvolen, mais c'est plus une philosophie de vie qu'une croyance. Pour ce qui est des ordres et des organisations, on a les gardes des ombres, leur principale forteresse se situe dans les Anderfell, ils sont aussi nombreux en Orlaïs et à Ferelden. On a les corbeaux d'Antiva, les assassins les plus redoutés de Tédas, puis le Karta, une organisation criminelle naine qui travaille dans le trafic d'armes, des métaux, d'esclaves et de toutes sortes d'affaires douteuses. Je n'ai cité que les trois principales, les plus célèbres en tout cas. Il y en a d'autres, mais celles-ci sont plus importantes. Et enfin, le dernier point de cette vidéo, la magie. Il existe d'innombrables types de magie. La magie des éléments, de guérison, de la transformation animale, aux magies un peu moins recommandables, la magie du sang par exemple, qui est la plus dangereuse. Mais alors, quelle est la place de magie dans Tédas ? Eh bien, avec la chanterie comme principale religion dans le monde, la magie n'est pas vue d'un très bon œil, surtout à cause de ce qui s'est passé avec les cités d'or, où des mages seraient plus ou moins responsables de s'assouvir, étant donné que dans la chanterie, plutôt dans l'histoire que nous raconte Andrastée, la cité d'or aurait été le lieu de résidence du créateur, là où il aurait résidé. Les mages vont donc être enfermés et contrôlés dans des cercles de mages dispersés un peu partout dans le monde, sous la surveillance de la chanterie et d'un ordre qui va voir le jour, les Templiers. C'est à eux que l'on a confié la garde des mages, ils doivent veiller sur eux,
leur apprendre à contrôler leur magie et à ne pas succomber à la tentation de magie plus obscure ou de démons. Les mages sont dans une situation assez désagréable. Ils utilisent la magie, leurs esprits peuvent aller dans l'immatériel grâce à un rituel et avec du lyrium, un métal extrait des tréfonds par les nains qui permet de lancer des sortilèges plus puissants, mais cette même magie attire les mauvais esprits et les démons, et vont tenter de les corrompre et de s'emparer de leur corps. Et en plus on ajoute la pression que la chanterie et les templiers leur mettent sur les épaules. Il est donc évident que dans certains cas, les choses ont très mal tourné. Il y eut des massacres, des cercles de mages anéantis, etc. etc. Il existe d'autres mages renégats qui ne sont pas dans les cercles, on les appelle les apostats, mais eux sont traqués par les templiers. Cependant, Tevinter, malgré que l'Empire soit chantriste, tant que les mages n'utilisent pas la magie du sang, ils peuvent tout à fait garder le pouvoir. Donc, à Tevinter, pas de templiers, pas de contrôle, les mages ont toujours le pouvoir entre leurs mains, pour le meilleur comme pour le pire. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, elle fut longue et éprouvante. Mais j'espère que vous avez apprécié et qu'elle vous a donné envie de vous intéresser à Dragon Age. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Merci de l'avoir regardé, je m'excuse pour l'absence de vidéo, je ne voulais pas me forcer à en faire et prendre mon temps pour celle-ci. Je vais essayer de garder un rythme de publication de vidéos, mais je ne vous promets rien. Sur ce, on se retrouve très vite, je l'espère, pour une prochaine histoire. Salut!